Je vais vous parler aujourd'hui du mouvement animaliste et je vais d'abord poser la question un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire défendre les animaux? Parce que concrètement, défendre les animaux, ça veut dire énormément de choses. Le mouvement animaliste, c'est un mouvement à la base qui se préoccupe des intérêts des animaux en tant qu'individus. C'est un mouvement qui est très vaste et qui regroupe vraiment des sensibilités diverses. Donc plus précisément dans cette présentation, je vais m'intéresser à l'abolitionnisme, qui a pour objectif de mettre fin à l'exploitation animale et qui a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle, ce qui correspond à la naissance du mouvement vegan en 1944. Ça correspond surtout à la possibilité d'être vegan grâce à l'invention de la B12 en 1947, et ça correspond à l'essor de l'éthique animale comme discipline philosophique à la fin des années 70, à partir des années 70. Donc c'est un mouvement que l'on peut qualifier de vegan et d'antispéciste. Mouvement vegan, tout simplement parce que c'est un mouvement qui part du concept de véganisme qui a vu le jour en Angleterre juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un concept que l'on définit comme une philosophie et une façon de vivre qui cherche à exclure autant que faire se peut toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, pour s'habiller ou pour tout autre but, et par extension faire la promotion du développement et de l'usage d'alternatives sans exploitation animale pour le bénéfice des humains, des animaux et de l'environnement. Donc, autrement dit, le véganisme, c'est un engagement éthique qui vise à mettre fin à l'exploitation animale. C'est aussi un mode de vie politisé qui consiste à boycotter les produits animaux et à promouvoir des alternatives à ces produits. Donc j'entends ici, et je pense que c'est très important d'insister là-dessus, le véganisme dans son sens premier, dans son sens politique, comme engagement éthique et non pas comme choix d'alimentation pour des raisons variées, de santé, de mode, de régime et ainsi de suite. C'est un concept qui est également, c'est un mouvement qui est également antispéciste. Donc l'antispécisme, on a un petit peu parlé cet après-midi, c'est un concept qui s'oppose au concept de spécisme, qui est un terme qui a été inventé dans les années 70 par le psychologue britannique Richard Ryder et qui a été ensuite repris par Peter Singer. Donc le spécisme, c'est une idéologie qui consiste à assigner des droits et des valeurs particuliers à des individus sur la seule base de leur appartenance à une espèce. Donc c'est le cas par exemple quand on exploite, on maltraite et on tue un cochon, mais qu'on chouchoute son chien. C'est-à-dire quand on va juger que la vie de l'un a plus de valeur que la vie de l'autre. Et il s'agit donc ici d'une discrimination arbitraire. C'est aussi le cas quand on place l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres espèces animales. Donc l'antispécisme, ça s'oppose au spécisme, et je suis antispéciste quand j'estime qu'on ne doit pas maltraiter un individu, qu'il soit humain ou animal, sous prétexte qu'il appartient à telle ou telle espèce. Et être antispéciste a donc pour conséquence de refuser de participer à l'exploitation animale. Donc on peut qualifier le mouvement animaliste, tel que je l'ai analysé ici, comme un mouvement abolitionniste, dans les faits vegan et très souvent antispéciste. Donc avant toute chose, je vais poser une question, c'est, étant donné que le véganisme apparaît aussi comme un mode de vie, peut-on et doit-on concevoir le mouvement animaliste comme un mouvement social? Ou bien s'agit-il plutôt d'un mouvement lifestyle comme le zéro déchet ou le mouvement slow food? Alors, je vais argumenter dans le sens qu'on peut, et même qu'on doit qualifier le mouvement vegan et animaliste de mouvement social, et même de mouvement de justice sociale. Pourquoi? En sciences sociales, on trouve à peu près 4 critères essentiels qui définissent un mouvement social. Il y a à la fois la dimension collective, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui partagent un système de valeurs, qui soient prêts à se battre pour un projet commun. Et dans le cadre du mouvement animaliste, c'est très clairement contre l'exploitation animale. On a besoin de cibles ou d'adversaires. Ici encore, on a l'exploitation animale. Il faut qu'il y ait la capacité de mobiliser de nombreuses personnes lors d'événements. Alors ça peut être un festival comme aujourd'hui, ça peut être aussi une marche, une protestation, comme en France par exemple ou dans d'autres villes mondiales, la marche pour la fermeture des abattoirs. Et enfin, c'est un mouvement qui a des formes de protestation variées. C'est-à-dire que ça peut s'exprimer par le boycott, par des pétitions, par une pétition contre la fourrure, contre les œufs de batterie, par des blocages, des occupations d'abattoirs, des manifestations, etc., etc. Donc selon ces critères, on peut définir le véganisme comme un mouvement social. Et je dirais que même c'est un mouvement de justice sociale.
Donc un mouvement de justice sociale, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est animé par un idéal de justice et qui s'oppose à des situations d'inégalité ou d'oppression, c'est-à-dire qui va viser à un monde plus juste. On peut prendre pour exemple le mouvement de justice climatique, le mouvement de justice environnementale, le mouvement des droits des femmes, des droits des LGBTQ, etc., etc. Donc l'idée un petit peu qui est importante ici, c'est qu'on n'est pas vegan par choix personnel, si l'on suit cette définition, parce que c'est meilleur pour la ligne, parce qu'on a l'air plus cool comme ça, mais on est vegan pour une question de justice. Et cette hypothèse suppose que donc nous avons le devoir de ne pas traiter les animaux comme des moyens. Et en ce sens, c'est très important parce que la justice n'est pas une option, c'est une exigence. Donc le mouvement vegan et antispéciste est un mouvement de justice sociale. Mais attention, c'est un mouvement d'un type particulier, puisque c'est un mouvement qui est en grande partie constitué d'humains qui ne défendent pas leurs propres droits et intérêts, mais des humains qui défendent les droits et les intérêts d'autres individus qui sont les animaux. C'est donc un mouvement qui est majoritairement constitué d'alliés des animaux et non pas de personnes directement concernées. Je reviendrai sur le majoritairement plus tard. On est plus, par exemple, dans un mouvement comme Mouvement pour les droits des enfants, qui est majoritairement constitué de personnes adultes qui défendent les droits des enfants. Et cette distinction, pourquoi je la fais? Parce qu'elle est extrêmement importante lorsqu'on cherche à s'inspirer d'autres mouvements de justice sociale. Et il va falloir vraiment garder en tête cette distinction pour éviter des analogies et des conclusions trompeuses, notamment en ce qui concerne les stratégies à adopter. Et les stratégies, c'est justement ce dont je vais parler maintenant. Grosso modo, il y a 5 questions que je vais aborder aujourd'hui qui me semblent extrêmement importantes pour considérer l'avenir du mouvement animaliste. La première question, c'est celle de la comparaison avec d'autres luttes sociales. Peut-on comparer le mouvement animaliste avec les mouvements pour les droits des humains? La seconde question que je vais poser, c'est celle de l'opposition entre véganisme et antispécisme. Faut-il avoir honte du véganisme? Troisième question, c'est celle du militantisme. Est-ce qu'on défend mieux les animaux en étant bruyant et très visible? Quatrième question, assez liée à la précédente, c'est celle de la violence. Pour se faire entendre, pour agir pour les animaux, faut-il ou va-t-il falloir à un moment en passer par la violence? Et enfin, dernière question, celle des arguments employés pour convaincre. Est-ce qu'il est raisonnable, comme on le fait majoritairement à l'heure actuelle, de nier les émotions? Donc, je pose ces questions de stratégie en faisant l'hypothèse que les objectifs du mouvement animaliste, c'est de sensibiliser un maximum de personnes à l'éthique animale, à la cause animale, et d'entraîner un changement de société à la fois d'ordre culturel, social, politique et institutionnel, portant sur le statut des animaux dans notre société. Donc, première question, peut-on comparer le mouvement animaliste avec les mouvements pour les droits des humains? Je vais distinguer d'emblée 2 choses ici, le fait de comparer entre elles des oppressions et le fait de comparer entre elles des luttes sociales, parce que c'est assez différent. Donc, première chose, les comparaisons d'oppression. Dans le mouvement animaliste, on semble adorer les comparaisons. Très souvent, on va entendre que l'exploitation animale, c'est de l'esclavage, que les abattoirs, c'est l'Holocauste, et que l'insémination artificielle des femelles, c'est du viol. Ce que je pose ici, c'est que ces comparaisons sont en fait très problématiques. Pourquoi? Elles mettent des réalités complètement différentes dans le même panier. Elles font passer certains de ces problèmes pour résolus, et par là même, elles les invisibilisent. Et enfin, elles donnent à penser que tous ces problèmes ont les mêmes causes et les mêmes conséquences et elles nous induisent ainsi en erreur sur les manières d'y répondre. En gros, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend un événement dramatique de l'histoire interhumaine, on le sort de son contexte, on le dépolitilise simplement pour faire de la provocation et pour culpabiliser les non-véganes. Je vais prendre l'exemple ici de l'insémination artificielle et du viol, car c'est une comparaison qui est très souvent faite. À la base, il faut savoir que le viol, ce n'est pas juste l'acte physique de pénétration avec absence de consentement. C'est majoritairement une réalité sociale. Le viol s'insère dans un système patriarcal où les hommes dominent les femmes, où règne la culture du viol, qu'on peut voir ici en image, où les victimes sont culpabilisées, sont blâmées et ont honte de dénoncer leurs agresseurs. Le concept de viol ne peut être compris que dans son contexte social et culturel.
Inséminer artificiellement une vache, bien qu'il s'agisse d'un acte terrible, ne s'inscrit pas dans ce contexte. On n'insémine pas une vache soit pour son plaisir direct, pour la contrôler ou la punir, on le fait pour du profit, dans une logique d'exploitation qui voit les animaux comme des ressources. Et ce n'est pas spéciste de dire ça. Ce n'est pas spéciste de dire que les mots sont importants et qu'il faut 2 mots différents et précis pour désigner 2 réalités différentes. Et de façon générale, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est qu'on ne peut pas défendre les animaux en nous asseyant systématiquement sur les autres luttes sociales. Parce que quand on fait ça, d'une part, on nuit à la cause des personnes concernées par les autres luttes, et d'autre part, ça nous aveugle devant la réalité que nous essayons d'attaquer. De la même manière, on compare très souvent l'exploitation des animaux à l'Holocauste des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, c'est une comparaison qui est problématique, même si elle est tentante à première vue. Pourquoi? Parce que l'Holocauste, qu'est-ce que c'est? Ça résulte de 20 siècles de conflits entre les Juifs et les chrétiens, qui ont abouti sous le Troisième Reich à une haine étatique, organisée, incommensurable envers les Juifs et à la volonté d'un régime que ce peuple disparaisse. Est-ce que les humains haïssent les animaux? Est-ce qu'ils veulent les faire disparaître de la planète? Ils veulent les manger. Et ça, c'est complètement différent. Et le risque quand on fait des parallèles et des raccourcis aussi rapides, c'est la désingularisation. C'est-à-dire que d'une part, on désingularise les oppressions interhumaines, on offense les concernés et on nuit à leur cause. Et d'autre part, on désingularise l'oppression à l'égard des animaux. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette oppression est spécifique. Il faut donc reconnaître cette spécificité pour mieux la combattre. Donc je ne propose pas d'abandonner complètement les comparaisons entre oppressions. Ce que je propose, c'est de le faire selon une autre perspective et qui incite, plutôt que réfléchir à une prétendue équivalence des oppressions, je propose de réfléchir plutôt à leurs différences, à leurs similitudes, ainsi qu'à la manière dont ces oppressions peuvent s'interpénétrer, peuvent se renforcer. Et c'est l'essence même de la réflexion sur l'intersection des oppressions. Deuxième chose, les luttes. Est-il possible de comparer la lutte animaliste avec la lutte des droits civiques, la lutte des droits des femmes, etc. Je pense qu'il peut être très utile et instructif de faire des rapprochements entre les luttes sociales. Par exemple, on peut voir ce qui, dans certaines luttes, a marché ou non. On peut réfléchir à des stratégies gagnantes pour s'en inspirer. Et c'est ce que je fais dans mon travail de recherche et c'est ce que je vais utiliser pour éclairer certaines parties aujourd'hui de cette présentation. Mais il faut aussi reconnaître les limites de cet exercice et il faut reconnaître les différences entre les mouvements sociaux. Tout mouvement social, c'est le fruit d'une culture, d'une histoire, d'un contexte particulier. Et ce qui a marché dans un cas ne fonctionnera peut-être pas dans un autre. Et dans le cas du véganisme, il y a 3 différences, je dirais, qu'il faut prendre en compte quand on le compare avec les autres mouvements de justice sociale. D'une part, une différence de nature. Il s'agit d'un mouvement allié, comme on l'a dit, qui tente de représenter les droits des concernés. Ce n'est pas un mouvement d'un groupe qui lutte pour ses propres droits. Et par exemple, quand on compare le fait de désobéir pour les animaux à la désobéissance civile, des mouvements des droits civils aux États-Unis ou aux tactiques des suffragettes au début du siècle, il ne faut pas oublier que tous ces mouvements bénéficiaient à des êtres humains et étaient portés par les personnes concernées. Les humains peuvent raconter leur expérience d'oppression. Ils en tirent beaucoup plus de crédibilité et de légitimité. Quand on parle et on agit pour les animaux, on ne bénéficie pas de cette crédibilité directe. Il faut le prendre en compte. Deuxième différence, on a une différence de contexte. Il ne faut pas oublier, ce qui est très important, c'est que juste en 1947, c'est-à-dire la découverte de la B12 synthétique, les humains ne pouvaient pas faire autrement que de manger soit des animaux, soit des produits animaux pour avoir cette vitamine essentielle. Et donc jusqu'à cette découverte, les produits d'origine animale constituaient l'unique source de B12 depuis des millions d'années. Et c'est donc à l'origine pour satisfaire un besoin en nutriments essentiels que les humains ont élevé les animaux. C'est un ancrage qui va bien au-delà de la culture et de l'histoire. Et par comparaison, ce n'est pas pour satisfaire un besoin essentiel que les nazis ont mis à mort les juifs, que le système esclavagiste a été créé ou que les LGBT ont été ou sont encore persécutés. Troisième différence, une différence en termes d'action. Le mouvement animaliste ne doit pas seulement changer l'opinion publique et le système institutionnel, mais il doit aussi changer le comportement des gens.
Les Blancs n'ont pas eu à changer de comportement, presque pas, pour sortir de la ségrégation. Les hommes n'ont pas eu à changer leur comportement quotidien pour permettre aux femmes de voter. A contrario, les gens mangent des animaux de tous les jours et ils aiment ça. Donc il ne s'agit pas seulement de changer leurs croyances, l'idée que les animaux sont inférieurs et qu'on peut les exploiter à loisir. Il faut changer leur comportement, leurs habitudes, leur goût. Et ça, c'est vraiment une difficulté, une dimension supplémentaire et très différente. Donc, je dirais pour résumer qu'on peut faire, et même on doit faire des comparaisons entre les différentes luttes, mais il faut en reconnaître les limites pour évaluer les stratégies à suivre et réfléchir à ces différences. Le véganisme est un combat de justice sociale, mais à mon sens, on obtiendra de bien meilleurs résultats si l'on reconnaît la spécificité du mouvement ainsi que la spécificité de ce contre quoi il se bat. Seconde question qui agite pas mal le mouvement vegan et antispéciste ces dernières années. Faut-il parler de véganisme ou d'antispécisme? Alors quand j'ai commencé à travailler sur le mouvement animaliste il y a quelques années, je commençais toutes mes conférences par une question d'apparence assez provocatrice qui était « Faut-il abolir le véganisme ?» Qu'est-ce que j'entendais par là? J'entendais pas par là, bien sûr, que les végans doivent remanger des saucisses, etc. En fait, je me raccrochais à un autre débat qui, en gros, a posé dans le milieu antispéciste, à la fois en France et dans des pays anglo-saxons, qui a dénoncé ce qu'ils appelaient la stratégie véganiste du mouvement animaliste. Une stratégie qui reposerait sur l'idée que ce qu'on peut faire de mieux pour les animaux, c'est consommer vegan et augmenter le nombre de véganes dans le monde. Donc pour les personnes, pour les détracteurs de cette stratégie, celle-ci est entièrement limitée à la conversion des gens et elle est peu efficace puisqu'elle ramène en gros la question de animal à une question de choix personnel et non une question de justice sociale. Or, ce qu'il faut changer avant tout, c'est la société et non pas seulement les individus un par un. Et effectivement, quand on regarde, on ne voit pas grand-chose, quand on regarde l'essor du véganisme dans nos sociétés à l'heure actuelle, on est frappé, certes, par l'essor des magasins véganes, des restaurants véganes, etc. Et surtout par le fait que le véganisme commence à devenir tendance, ça devient cool, quelque chose qui attire les stars et qui fait la couverture des magazines. Et c'est vrai que, tout à fait, vu comme cela, le véganisme apparaît comme une perspective apolitique, consumériste et centrée sur l'être humain. On n'est pas dans une perspective politique qui vise à changer la société. Dans l'antispécisme, à l'inverse, il n'y a pas de place pour d'autres motivations que celle éthique. On n'est pas antispéciste pour la santé ou pour être cool. On est antispéciste parce qu'on s'oppose au système même d'oppression des animaux par les humains. On est donc entièrement et seulement dans un combat de justice sociale et un combat entièrement politique. Donc cette manière de présenter les choses oppose véritablement le véganisme et l'antispécisme. Et on en vient presque à une tendance, c'est l'idée que pour être un bon ou une bonne militante animaliste, il faudrait bannir le mot vegan de son dictionnaire, car le véganisme, c'est consumériste, c'est les recettes de cuisine, c'est bobonne au fourneau, etc. Et je pose la question, faut-il avoir honte du véganisme? Je ne pense pas. Quand j'entends par exemple une militante animaliste célèbre déclarer « On s'occupera de savoir comment on fait une mousse au chocolat sans œufs quand les poules ne seront plus exploitées », je comprends le pourquoi de sa pensée, mais j'y vois aussi un discours très problématique. Pourquoi? D'abord, c'est un discours arrogant, puisqu'il manifeste un mépris pour toute forme de militantisme plus quotidienne, moins visible, moins héroïque. Il manifeste aussi un oubli que, selon les féministes, le personnel est politique, et donc la cuisine est politique. Et honnêtement, je me demande si des autrices comme Marie Laforêt ou autres, qui ont écrit près d'une vingtaine de livres sur le véganisme et la cuisine végane, parfois n'ont pas été plus efficaces pour la cause animaliste que certains militants de terrain. Deuxièmement, dire cela, c'est sexiste. Le mouvement animaliste, à l'heure actuelle, il est composé de 70 à 80% de femmes. Or, ces femmes utilisent très souvent l'espace privé, l'espace du quotidien, souvent la cuisine, l'activité de cuisine, pour faire avancer la cause animale. Ces femmes ont de façon précurseuse porté le véganisme sur le devant de la scène grâce à leur blog de cuisine, grâce à leur présence sur des forums, sur les réseaux sociaux. Ces femmes abattent chaque jour les résistances psychologiques de leurs partenaires et de leurs familles. Ces femmes ont fait un formidable travail de popularisation du véganisme et de prise de conscience des enjeux de la cause animale. Alors dire à toutes ces femmes que la mousse au chocolat c'est bien joli, mais on s'en fout puisque ça ne change rien au sort des poules, c'est extrêmement sexiste. D'autre part, c'est aussi intellectualiste. J'ai déjà entendu plusieurs leaders dans le mouvement animaliste dire que
L'antispécisme, c'est plus intellectuel. Je pose la question, est-ce qu'on veut séduire des profs de philo ou est-ce qu'on veut convaincre la masse des gens? Les gens ont déjà bien d'autres problèmes à gérer tous les jours, des problèmes sociaux, des problèmes de précarité, des problèmes de discrimination pour leur couleur de peau, pour leurs croyances. Ces gens, la plupart du temps, ce qui leur importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans leur assiette le soir. Attention, donc, par souci de pureté militante, à ne pas se déconnecter complètement du grand public. Et ça, on touche vraiment à un oubli de la psychologie des gens. L'exploitation des animaux est basée sur le fait de les manger. C'est quelque chose qui est associé à du plaisir, à des habitudes, à de la sociabilité, à des souvenirs, bref, à un ensemble d'émotions extrêmement puissants. Or, un changement d'habitude va parfois précéder, faciliter, préparer un changement de croyance. C'est justement parce qu'on a vu qu'on pouvait faire de la mousse au chocolat sans œufs qu'on accueille plus facilement la cause animale. Il faut prendre en compte cette psychologie sociale. Et enfin, dernier point, le véganisme est par essence politique. Qu'est-ce que c'est le véganisme? C'est un boycott, c'est-à-dire qu'on choisit de ne pas acheter des produits dont les conditions de production ne sont pas jugées justes. Inversement, c'est aussi un boycott, c'est-à-dire qu'on va soutenir des entreprises que l'on va juger à l'inverse justes. Bien sûr, il faut faire attention. Ce n'est pas juste parce qu'on consomme les bons produits que l'on va changer le système d'exploitation animale, système qui participe intégralement du système capitaliste. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, je dirais pour résumer que le véganisme comme mouvement éthique a été créé 25 ans avant que le mot antispéciste voie le jour. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu l'antispécisme pour parler d'éthique. Donc non, il ne faut pas avoir honte du véganisme. Et je ne pense pas non plus qu'il faille l'opposer systématiquement à l'antispécisme ou le remplacer totalement par ce terme. Ce sont des termes différents. Et les termes de spécisme et d'antispécisme ne vont pas d'ailleurs sans poser problème. En fait, à l'origine, le terme de spécisme a été défini, a été calqué comme étant à l'espèce ce que le racisme est à la race et le sexisme au sexe. C'est donc un concept qui est vraiment calqué sur ces deux autres concepts. Et on a tendance très souvent à utiliser le spécisme de façon culpabilisatrice et moralisatrice. On dit « ah, c'est un vilain spéciste et tout ». Et on oublie qu'il y a à peine 50 ans, on n'avait pas d'autre choix que manger les animaux. Donc c'est très difficile de soutenir qu'il s'agit d'une discrimination dont nos ancêtres se seraient rendus coupables, à l'inverse du racisme ou du sexisme, où il n'y avait pas de choix à ce moment-là. Second problème, on ne le voit pas très bien sur cette petite image, mais c'est l'idée que le concept a été calqué sur les concepts de sexisme et de racisme, mais souvent sans expérience propre de ces types d'oppression, ce qui va conduire à les minimiser ou à les effacer. On entend souvent des phrases comme « avant on se battait contre le sexisme et le racisme, maintenant c'est contre le spécisme ». Et cette petite image, on ne voit qu'un petit morceau ici, mais en gros on dit le racisme c'était quelque chose de 1815, et de l'autre côté, normalement il y a un cochon qui est pendu, il y a marqué 2015, spécisme. Et il ne faut pas oublier que le racisme, tout comme le spécisme, existe toujours, et ce sont des réalités très ancrées, très problématiques et très profondes. Donc il faut faire très attention quand on utilise les termes de spécisme et d'antispécisme à ne pas vider les autres oppressions de leur sens et à ne pas faire comme si elles étaient réglées, parce que c'est vraiment loin d'être le cas. Troisième question qui, à mon avis, est vraiment importante, c'est celle du militantisme. Est-ce qu'on défend mieux les animaux par le bruit et la fureur, pour reprendre l'expression de Faulkner? En fait, en ce moment, on voit très nettement une tendance dans le mouvement, plus en France peut-être qu'au Québec, mais qui repose sur deux choses. D'abord, elle repose sur un constat catastrophiste qui dit qu'en gros, le mouvement animaliste aurait échoué à changer les choses, que rien n'a changé, que c'est un échec qui se manifesterait par la hausse de la consommation de viande dans les pays occidentaux, ce qui n'est pas vrai statistiquement, et c'est un échec qui serait celui du véganisme. Être végane, ça ne sert à rien. Être végane, ce n'est pas vraiment militer. Après ce constat, il y a la réaction. Et la réaction, c'est que, à l'inverse, il faut être sur le terrain, il faut bloquer les abattoirs, il faut s'interposer entre les couteaux et les victimes. Bref, seule l'action directe marche. J'imagine que vous avez tous entendu parler de ce terme d'action directe et j'aimerais un petit peu préciser ce que c'est parce qu'on fait souvent dire un peu n'importe quoi à ce terme. L'action directe, il faut savoir qu'elle naît à la fin du 19e siècle dans les milieux syndicalistes et anarchistes. Et ça désigne une action qui est menée directement par celles et ceux qui sont concernés, sans médiation, sans représentants.
Il n'y a pas de forme spécifique à l'action directe, ça peut être violent ou non violent, ça peut être très visible ou complètement d'apparence anodine. Et un exemple typique d'action directe, c'est le boycott. Quand en 1955, à la suite de l'arrestation de Rosa Parks, qui a refusé de laisser sa place dans un bus à un blanc, Martin Luther King a appelé à boycotter les bus de Montgomery pour mettre fin à la ségrégation raciale, on est typiquement dans de l'action directe. Et là, on a un boycott qui a abouti un an plus tard à ce que la Cour suprême d'Alabama déclare cette ségrégation raciale dans les bus anticonstitutionnels et y mette fin. Or, qu'est-ce que le véganisme? Essentiellement, c'est un boycott. C'est un acte individuel, mais solidaire, qui ne passe pas par un intermédiaire, qui ne passe pas par un représentant. Donc le véganisme, c'est déjà de l'action directe. Certains opposants, certaines opposantes au véganisme comprennent au contraire l'action directe dans un sens plus restreint, comme de l'action sur le terrain. Blocage d'abattoirs, libération, sauvetage, voire des moyens plus violents comme la destruction de propriétés. L'action directe est alors opposée aux actions plus classiques comme les manifestations, le tractage ou encore le boycott qui est jugé trop mou. Donc on est ici dans une vision restreinte de l'action directe qui est volontairement dramatique et spectaculaire. Et cette vision n'est pas sans poser problème. Évidemment, d'abord, je vais ajouter une petite précision, cette perspective a un certain mérite, parce qu'elle souligne les limites de la consommation. L'exploitation animale, soyons clairs, ne prendra pas fin tant que le système culturel, social, politique et surtout économique n'est pas profondément restructuré. Ça, on est bien d'accord. En revanche, de là à dire que seul ce type d'action marche, il y a un pas. Et ce que je pense, c'est que cette perspective témoigne d'une hiérarchisation du militantisme et encore une fois d'un certain sexisme. En règle générale, dans beaucoup de mouvements sociaux et principalement dans le mouvement animaliste où la proportion de femmes est beaucoup plus importante, les actions dramatiques sont toujours beaucoup plus prisées que les actions modérées. Pourquoi? Parce que les actions modérées sont identifiées en premier lieu avec les militantes féminines. Alors on ne le voit pas ici, mais normalement il y a la couverture d'un livre qui est très important, très intéressant, qui a été écrit par une sociologue qui s'appelle Emily Gardner, et ça s'appelle Women and Animal Rights, et c'est un livre qui est consacré aux femmes et au mouvement animaliste. Et à travers de nombreuses interviews, elle montre que les hommes, des interviews avec des militants, que les hommes en général sont plus intéressés par les actions dramatiques comme les sauvetages, les manifestations où la proportion d'hommes n'est pas représentative du mouvement. Il y a plein plus d'hommes aux manifestations qu'il y a d'hommes dans le mouvement en général. Et à l'inverse, les activités comme le tractage, la gestion de refuges ou encore la cuisine sont majoritairement réservées aux femmes et assimilées à des activités féminines, souvent dévalorisées dans le discours militant. Donc on est typiquement ici dans une perspective qui présente l'activisme comme une activité, masculine et romantique. L'activiste, c'est l'homme en noir, l'homme en cagoule, le héros qui se dévoue à sa cause au point d'aller en prison. C'est donc un martyr qui se sacrifie noblement. Or, je pose la question à l'heure actuelle, qui peut se permettre de risquer la prison? Parce que la prison, dans cette perspective, est presque une sorte de passage obligé. Et ce que je pense profondément, c'est qu'on est là dans une perspective de dominance. Celui qui est prêt à aller en prison, c'est un homme, très souvent un homme blanc, privilégié. Un homme, pourquoi? Dans la plupart des enquêtes qui ont été réalisées sur les activistes animalistes en prison aux États-Unis, parce qu'il y en a pas mal, on note une nette différence entre le discours des hommes emprisonnés et le discours des femmes emprisonnées. Dans de nombreux témoignages d'hommes, on voit que les hommes ne sont au fond pas mécontents d'être là et qu'ils en tirent même une certaine fierté. Les femmes emprisonnées, à l'inverse, ont beaucoup plus tendance à exprimer leur tristesse, leur envie de rentrer chez elles, et plusieurs mentionnent leur enfant qui leur manque. C'est également une perspective de privilégié, parce que on est très souvent quand il y a prison, c'est que souvent on a été dans des actions de type open rescue, c'est-à-dire des actions illégales mais à visage découvert. Quand on montre son visage dans une action illégale, on s'expose au risque de poursuites judiciaires. On risque de devoir payer des amendes, de devoir rembourser des dommages, mais aussi être passible de peine de prison. Et quand on a un dossier judiciaire qui n'est plus vierge, la recherche de travail est très difficile quand on sort de prison. Or, qui peut se permettre à l'heure actuelle de risquer ça, de risquer de ne pas avoir de travail après la prison, de risquer de devoir payer énormément d'argent?
C'est rarement des personnes qui sont en situation précaire. Ce n'est pas non plus des personnes qui sont discriminées souvent pour leur couleur de peau ou pour leur origine ethnique. Et ça pose une autre question. Est-ce qu'aller en prison, à l'heure actuelle, c'est utile? Je pense que non, pour 3 raisons. À l'heure actuelle, payer des peines de prison coûte cher. Et je pense qu'il vaut mieux investir cet argent ailleurs, ne serait-ce que dans des actions illégales, mais à visage couvert, pour protéger l'anonymat des activistes et les préserver des sanctions. Deuxième raison, à l'heure actuelle, le pays où il y a le plus d'activistes animalistes en prison, ce sont les États-Unis. Et il y en a aussi quelques-uns au Royaume-Uni. C'est des pays où la situation a peu évolué ces dernières années, la situation des animaux, j'entends, et où les actes illégaux des animalistes ont conduit, par exemple aux États-Unis, au passage d'une loi qui assimile l'activisme pour les animaux à du terrorisme. Et plus généralement, ce type d'action conduit les abattoirs et les élevages à renforcer leur sécurité. Et le risque, c'est que bientôt, il pourra devenir de plus en plus difficile, comme aux États-Unis à l'heure actuelle, de s'introduire dans les abattoirs ou dans les élevages pour filmer ce qui s'y passe et pour dévoiler ces images au grand public, ce que fait notamment l'association L214 en France. Et il ne faudrait pas, à mon sens, nous priver de cette stratégie de désobéissance civile qui semble avoir un grand impact dans la population. Autre chose, la perspective selon laquelle l'activisme est héroïque s'accompagne souvent d'une glorification des activistes qui nuit à l'image des victimes, qui sont les animaux. Alors de la même manière qu'il existe, j'imagine que vous connaissez peut-être le White Savior, le sauveur blanc qui va défendre les pauvres populations de couleur en détresse qui sont incapables de se libérer elles-mêmes, il existe à mon sens le Human Savior, le sauveur, le résistant. C'est lui qui va sauver les animaux vulnérables, qui va leur donner sa voix, parce que ces animaux, bien sûr, ils n'ont pas de voix, ils sont voiceless. Donc il y a 2 choses importantes à mon sens ici à dire. D'une part, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est à cause de nous, les humains, que ces animaux sont là où ils sont maintenant. Alors, est-ce qu'il faut se vanter de réparer des torts que l'on cause en tant qu'espèce dominante? Est-ce qu'on peut en tirer de la fierté? Et d'autre part, il faut faire très attention à ne pas mettre les animaux au centre de tout. Les animaux aussi luttent pour leur propre libération. C'est à nous de les y aider. On ne voit pas très bien sur ces images, mais ici, il s'agit d'un cochon qui est en train d'essayer de s'échapper du camion qui l'emmène à l'abattoir. Et également, ici, il y a des vaches qui essayent de s'échapper et qui essayent d'échapper aux policiers. Ce qui est très important ici, c'est de comprendre que les animaux, ils ont une voix. Et c'est à nous de l'entendre. Et c'est en ce sens que je précisais tout à l'heure que le mouvement animaliste est majoritairement composé d'alliés. Il ne faut pas oublier les animaux qui tentent eux-mêmes de se libérer. Donc je dirais qu'il ne faut pas se vanter d'être la voix de ceux qui n'en auraient pas. Ce qu'il faut, c'est plutôt essayer d'amplifier la voix de ceux que nous n'écoutons pas. Dernière raison, dernière analyse sur cette perspective, qui vise à glorifier donc les actes dramatiques et très visibles. Elle s'accompagne très souvent de mépris pour le militantisme du quotidien. On entend très souvent l'idée que le véganisme, c'est de l'inaction. Or, c'est faux. Le militantisme du quotidien est un formidable levier de changement. Quand vous mangez vegan, quand vous partagez votre repas avec vos collègues, quand vous écrivez « Go vegan » sur la barre du wagon dans le métro, quand vous portez des t-shirts « I don't eat my friends », quand vous portez des badges, etc. Toutes ces petites pratiques militantes, d'apparence si banales, si ordinaires, ont un pouvoir phénoménal. Parce que les gens les rencontrent dans leur parcours de tous les jours, parce qu'ils envahissent notre quotidien, parce qu'ils s'infiltrent partout où nous ne les attendons pas, parce qu'ils nous interrogent dans nos pratiques les plus banales, au supermarché, dans le bus, devant sa boîte aux lettres, et ce n'est pas dans la rue à 14h, parce qu'à 14h, il y a la manif, mais elle s'arrête à 16h. Parce qu'ils nous font parfois rire, et que le rire est une arme redoutable pour fragiliser une idéologie. Parce qu'ils nous permettent de s'insinuer dans résistance psychologique, là où nous rejetterions en bloc ce qui est trop agressif ou trop choquant. Parce que c'est la tactique des faibles, la tactique de ceux qui n'ont pas le pouvoir, ceux qui minent le système de l'intérieur. Et ces gestes si ordinaires, si méprisés, ils sont pourtant extrêmement subversifs, extrêmement puissants. Et le véganisme, c'est ça. Le véganisme, c'est une politique préfigurative. C'est une pratique qui ne propose pas une alternative de vie, une alternative de société. C'est l'alternative même.
En étant vegan ici et maintenant, nous incarnons la résistance à l'oppression. Nous la vivons, nous sommes cette résistance. Tous les jours, à chaque repas, partout où nous allons, nous ne disons pas seulement non à l'exploitation animale, nous disons oui à son alternative, oui à un autre monde possible. Et c'est en ce sens que le véganisme, ce n'est pas dire non, c'est dire oui autrement à cette autre société que nous construisons à l'instant même. Le véganisme, c'est donc une praxis, c'est-à-dire une idée mise en pratique. Et dans cette perspective, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de moyen. Le véganisme est à la fois le moyen et la fin. Le véganisme, ce n'est pas le projet de sauver les animaux, c'est le processus même de le faire. Et en ce sens, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas négliger. Ce qui accompagne très souvent cette perspective, c'est également un appel à la violence. On tombe souvent sur l'idée qu'à un moment, il va falloir en passer par la violence pour défendre les animaux. Ce n'est pas en restant des gentils bisounours qu'on va changer les choses. Boum, boum, on va donner des coups de poing. Donc je pose la question, est-ce qu'il faut en passer par la violence pour sauver les animaux ? Ce que l'histoire nous enseigne à l'heure actuelle, c'est que les mouvements sociaux ont plus de chances de parvenir à leur fin que les mouvements violents. Malheureusement, on ne le voit pas du tout non plus ici, mais il y a la couverture d'un livre qui a été écrit par des sociologues il y a quelques années, Erika Chenoweth et Maria Stephan, et qui s'appelle « Pourquoi la résistance civile marche, la logique stratégique du conflit non violent ». C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est basé sur l'histoire de plus de 300 mouvements de résistance entre 1900 et 2000 à peu près. Et ce livre montre que, contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, les mouvements non violents ont 2 fois plus de chances de réussir que les mouvements violents. Les actions non violentes, qu'est-ce que c'est ? C'est extrêmement varié. L'une de ces actions les plus connues, c'est la désobéissance civile. Autrement dit, le fait de désobéir à des lois que l'on trouve injustes. Et c'est un concept qui a été créé par Thoreau au XIXe siècle, qui a été utilisé par Gandhi, par Martin Luther King, mais c'est un concept qui existait bien avant. Il y a un personnage que j'aime particulièrement, c'est le personnage d'Antigone. Et Antigone place justement sa conscience morale au-dessus et ses valeurs, les valeurs de justice, de respect, d'amour, au-dessus des lois injustes de la cité. Et ce qui est intéressant, ce que précisent ces sociologues, c'est que la désobéissance civile marche, mais attention, à condition d'avoir déjà un soutien populaire assez élevé. Et ce soutien, ils n'hésitent pas à le chiffrer. Elles disent que quand 3,5% des individus d'une population sont prêts à s'engager pour défendre leur cause, alors ils sont déjà presque certains d'obtenir la victoire par une stratégie non violente. À l'inverse, en dessous, l'échec est quasi assuré. Or, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas 3,5% de militants pour les droits des animaux. Nous sommes beaucoup moins que cela. Il ne faut pas oublier aussi que nous ne nous battons pas pour nos propres droits, nous nous battons pour ceux d'autres personnes. Et le soutien qui en découle, on a beau dire, il est forcément moins puissant, car il est moins engagé, car il ne s'agit pas d'une question de vie et de mort pour nous. Dès lors, on peut penser qu'il faudra bien plus que 3,5% de militants animalistes pour véritablement changer les choses. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'affronter l'État ou le système en tapant sur les abattoirs. Ça viendra, mais un peu plus tard. Ce qu'il faut qu'on gagne maintenant, ce qui à mon sens est très important, c'est la bataille de l'opinion. Il ne faut pas que le mouvement pour les animaux devienne le mouvement anti-avortement qui se met toute l'opinion publique à dos dans la plupart des pays occidentaux. Deuxième chose, ce n'est pas parce qu'une action attire l'attention des médias qu'elle attire forcément le soutien du public. Il faut faire très attention au concept de bad buzz. J'imagine que vous connaissez toutes et tous les actions de PETA. Des actions qui font beaucoup parler d'elles parce qu'elles sont souvent sexistes, racistes, validistes, grossistes et j'en passe. Alors elles font parler d'elles, mais est-ce qu'elles font parler d'elles en bien ? Est-ce qu'elles font du bien à la cause animale ? Honnêtement, j'en doute. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toute couverture médiatique n'est pas une victoire en soi. D'abord parce que cette couverture peut être négative. En Angleterre, le mouvement animaliste a perdu sa crédibilité en raison de la couverture médiatique désastreuse de ces actions violentes. Surtout, quelque chose qui est peu su, c'est qu'en 1990, il y a un groupe animaliste qui s'appelait Animal Rights Militia qui a fait exploser 2 bombes à Bristol, qui visaient la clinique vétérinaire d'un vétérinaire connu qui pratiquait l'expérimentation animale.
Et un bébé de 13 mois a été touché par cette bombe, il a été brûlé au 3e degré, il a perdu des doigts. Alors, quand j'entends que le mouvement animaliste en Angleterre n'a pas avancé ces dernières années parce qu'il était trop mou ou parce qu'il a promu une stratégie purement végane, j'y vois une énorme erreur d'analyse. Le mouvement animaliste en Angleterre n'a pas avancé parce qu'il a été trop violent. Et ensuite, la visibilité médiatique ne conduit pas nécessairement au soutien public. Il y a une étude qui a été réalisée très près d'ici, à l'Université de Toronto, il y a quelques mois, qui a montré que plus les formes de protestation d'un mouvement sont extrêmes, c'est-à-dire violentes ou donnant simplement l'impression de violence, de choc, d'agressivité, plus elles attirent l'attention des médias, mais plus elles perdent le soutien de l'opinion. Pourquoi ? Parce que pour que les gens adhèrent à une cause, ils ont besoin de s'identifier aux personnes qui portent et qui soutiennent cette cause. Et plus ils voient ces personnes comme différentes d'eux, extrêmes ou violentes, moins ils ont tendance à s'identifier à elles. Et ça, c'est un facteur très important qu'il faut prendre en compte. Donc je dirais qu'il ne faut pas céder à la frustration du « rien ne change ». Les choses changent pour les animaux. Trop lentement, bien sûr. Trop d'animaux sont tués chaque jour. Mais il faut être patient et il ne faut pas baisser les bras. N'allons pas en prison maintenant, ne dépensons pas notre argent à payer des amendes, gardons toute notre énergie pour des actions stratégiques pour les animaux parce qu'ils en ont besoin. Et enfin, j'aimerais clore cette perspective stratégique sur un discours en vigueur dans le mouvement animaliste qui consiste à dire « moi je défends les animaux, pas parce que je les aime, mais pour une question de justice ». Comme bon nombre d'écoféministes avant moi, je vais poser la question « pourquoi opposer ainsi la justice à la compassion ?» Le mouvement vegan est un mouvement de justice sociale. Alors pourquoi faudrait-il bannir la compassion de nos discours ? Ça, c'est un discours qu'on retrouve partout. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'il y a beaucoup de livres d'éthique animale écrits par des hommes qui commencent exactement comme ça. « Ah, moi, j'aime pas les animaux. » On a l'impression que l'auteur se dédouane dès la première page. Bien sûr, c'est pour dire « vous n'êtes pas obligé d'aimer les animaux pour les défendre ». Et ça, c'est très juste. Mais ça témoigne aussi, à mon sens, d'un certain déni de l'empathie, surtout quand ça s'accompagne d'un mépris pour les personnes motivées, elles, par la compassion envers les animaux. Et ce mépris, il est très souvent tourné envers les femmes, trop émotionnelles, amoureuses de leur caniche. Et même un philosophe comme Peter Singer n'échappe pas à ce cliché dans la préface de son livre « Libération animale ». Donc j'aimerais bien retracer un petit peu ce mépris. D'où vient-il ? Il faut avoir une chose en tête, c'est qu'à l'origine, qui a créé les premières associations de défense des animaux ? Très majoritairement, c'était des femmes. Au XIXe siècle, en Angleterre, c'était notamment des femmes qui ont fondé les premières sociétés anti-vivisection. Et parce qu'elles osaient remettre en question des hommes de science, elles ont rencontré une très vive résistance. On s'est moqué d'elles, on les a dépeintes comme hystériques, irrationnelles. Et le débat en Angleterre, c'était les sentiments contre la science. Et l'idée qui a été retenue, malheureusement, c'est que pour gagner en légitimité, il faut rompre avec cette image de la femme émotive qui fait preuve de trop d'empathie envers les animaux. Il faut mettre en avant des arguments rationnels, froids, scientifiques pour convaincre le public. Et entre mettre en avant ce type d'argument dit masculin pour asseoir ses crédibilités et mettre en avant les hommes dans le mouvement, il n'y a qu'un pas. Et c'est pourquoi, dans une majorité de pays, il y a des exceptions, certes, les hommes ont souvent les postes clés dans les mouvements animalistes. Ils sont souvent présidents, ils sont souvent porte-parole, tandis que les femmes sont souvent plus confinées à des postes de moindre responsabilité. Et parfois, les femmes elles-mêmes font le choix de mettre un homme à la tête de leur association animaliste pour lui donner plus de crédibilité. Et on retrouve ça aussi au niveau des militants, ce mépris pour l'émotionnel, pour l'amour des animaux. Et les femmes aussi reprennent ce discours parce que pour être entendues, pour être prises au sérieux dans le mouvement, il faut souvent qu'elles adoptent des postures militantes masculines. Et soyons honnêtes, si je demandais maintenant à l'heure actuelle combien êtes-vous dans la salle à avoir des animaux de compagnie et à aimer ces animaux, à demander combien les gens qui se battent pour les droits des animaux souvent aiment les animaux aussi, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui lèveraient la main. Ce qu'il faut retenir, c'est que justice et compassion ne sont pas à opposer. Nous sommes très nombreuses à nous battre pour les animaux et à éprouver de l'empathie envers eux. Et c'est bien,
Parce que c'est aussi cette compassion et l'émotion qu'elle suscite qui nous aide à tenir devant les difficultés liées au fait d'être végane dans un monde non végane, d'être antispéciste dans un monde spéciste. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est ridicule de se soucier des animaux? Et pour reprendre un terme bien connu, presque intraduisible, est-ce que c'est mal de care pour les animaux? Donc ce que j'aimerais et ce que je demande pour le mouvement animaliste pour les années à venir, c'est qu'on accepte notre propre empathie, qu'on soit bienveillants les uns avec les autres, qu'on écoute davantage la voix des opprimés, qu'ils soient humains, qu'ils soient non humains, qu'on cesse de dire que le spécisme c'est la domination ultime et que le reste des oppressions c'est de la gnognotte, qu'on cesse de se polisser les uns les autres à voir qui est le plus pur, la plus impure, qu'on cesse de dire toi t'as tort, moi j'ai raison, et je demande qu'on s'unisse malgré nos désaccords stratégiques, malgré nos divergences tactiques. Je demande qu'on mette de l'humour dans nos revendications, de l'art dans nos manifestations. Je demande que l'on aille vers un mouvement plus ouvert, plus inclusif, plus tolérant, qu'on essaie de se mettre à la place des autres, qu'elles soient humains ou non humains, véganes ou non véganes. Bref, je demande qu'on mette plus de care dans le mouvement. Merci.